Monsieur Nicolier, Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au nom de notre recteur, le professeur Didier Vivier. Comme vous le savez peut-être, le 12 novembre dernier, vers 17h, le robot Philae de la sonde européenne Rosetta se posait sur la comète Chury, à 500 millions de kilomètres de la Terre. Avant-hier, les ministres en charge des activités spatiales des pays membres de l'Agence spatiale européenne, actuellement coprésidée, comme vous le savez, par la Suisse et le Luxembourg, ont trouvé un accord au sujet du lanceur Ariane 6. Et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, annonce d'ores et déjà son intention d'envoyer en 2022 une sonde sur l'un des satellites de Jupiter afin d'y découvrir potentiellement de la vie. Tout ça fait évidemment rêver, surtout quand on est juriste comme moi. Pourtant, chez nombre d'observateurs, la question du gigantisme des investissements à une époque marquée par des politiques qualifiées d'austères se pose. La complexité des mécanismes et des politiques publiques qui les sous-tendent est par ailleurs souvent difficile d'accès pour le commun des mortels. Alors, qu'est-ce qui motive aujourd'hui les 20 États membres de l'Agence spatiale européenne à investir près de 3,5 milliards d'euros par an, c'est son budget pour l'année 2014, dans la recherche et l'exploration spatiale? C'est évidemment une question fondamentale à laquelle la conférence de ce soir vous permettra, j'en suis sûre, de répondre. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un invité d'exception, Monsieur Claude Nicolier. Monsieur Nicolier est aujourd'hui professeur d'ingénierie spatiale à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Mais avant cela, il a eu quelques activités qui lui permettent de prendre un recul certain sur les questions qui nous intéressent ce soir. Un recul d'environ 600 km d'altitude, si mes renseignements sont corrects, puisque M. Nicolier a à son actif pas moins de 4 missions spatiales. C'est de son amour du ciel, pour reprendre le titre du film documentaire dont il a fait l'objet, qu'il est venu parler avec nous ce soir, aux côtés de M. Mauro Dell'Ambrogio, le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation de la Confédération suisse, et aux côtés de M. le professeur Alain Jorissen, directeur de l'Institut d'astronomie et d'astrophysique de l'Université libre de Bruxelles. À l'ULB, nous avons la tradition du débat public, des échanges critiques et des discussions ouvertes. La recherche et l'enseignement exigent évidemment de garder les pieds sur terre, mais les grandes innovations requièrent toujours une part de rêve. Je suis certaine que cette conférence organisée par notre Institut d'études européennes, en partenariat avec la mission de la Suisse auprès de l'Union européenne, saura combiner ces deux exigences, pieds sur terre, mais part de rêve également. Je passe maintenant la parole à M. Dell'Ambrogio pour quelques mots d'ouverture qui seront suivis de l'introduction académique de rigueur par le professeur Alain Jorissen. Je vous remercie et je vous souhaite, au nom du recteur, une passionnante soirée. Merci beaucoup. Merci, Madame Weinberg. Mesdames, Messieurs, vous entendez maintenant le deuxième juriste de la soirée, mais vous aurez la possibilité d'entendre science après. Il y a 45 ans, lors de l'alunissage d'Apollo 11 sur la Lune, je m'en souviens encore très bien, une voile de l'Université de Berne a été déployée pour collecter des particules du vent solaire. C'était le seul expériment scientifique non américain ou européen de cette mission. Donc la Suisse a une longue tradition, surtout scientifique, dans le domaine spatial, et la Suisse est aussi l'un des pays fondateurs, des 10 pays fondateurs de l'Agence spatiale européenne, il y a 50 ans. D'ailleurs, la première conférence intergouvernementale qui avait décidé en Europe de créer une agence européenne
a été organisé en Suisse, à Mérin. Donc l'ESA est, comme pour maintenant aujourd'hui 20 pays européens, est l'agence de la Suisse. La Suisse n'a pas d'agence nationale. L'ESA est notre agence. L'ESA est l'agence qui, comme ça vient d'être rappelé, a mené la sonde sur la comète. C'est l'agence qui, il y a quelques jours, a décidé ses programmes futurs. C'est une agence très efficace, avec des budgets qui sont, en comparaison, moins importants que celui de la NASA, par exemple, mais qui est capable, en tout cas, de faire des missions aussi osées, aussi courageuses et aussi réussies que les concurrents au niveau global. Actuellement, la Suisse, avec le Luxembourg, a la coprésidence de l'ESA, dans le bon style européen. Les pays font le tour dans cette tâche. C'est surtout une tâche de médiation, de coordination, pour faire ainsi que les efforts des pays européens soient coordonnés, soient concentrés pour permettre le maximum d'efficacité. Quel est le point de vue d'un État, d'ailleurs comme petit État comme la Suisse, par rapport aux activités spatiales? Alors, comme je viens de dire, la coopération, le fait qu'on fait ensemble avec les autres, ce qui est une longue tradition d'ailleurs en Europe pour tout ce qui concerne la science, et vous pensez au CERN, pour la physique des particules qui se trouve en Suisse, ou d'autres. L'astronomie européenne est faite aussi en commun avec des observatoires qui se trouvent dans l'Amérique du Sud. C'est une longue tradition, ce qu'on appelle la Big Science, dans la science qui exige des investissements importants, de faire ensemble, de mettre les moyens ensemble et de faire participer nos meilleurs chercheurs et nos meilleurs ingénieurs à ces activités communes. Quelques chiffres. La Suisse participe à peu près à l'ordre de 130 millions de francs par année aux activités de l'ESA. Ça fait à peu près 3-4% du budget de l'ESA, mais après les 4 grands pays de l'Europe, France, Allemagne, Royaume-Uni et Italie, et à peu près au même niveau de la Belgique et de l'Espagne. La Suisse est parmi les pays qui s'engagent davantage dans ces activités. La Belgique aussi a une forte tradition dans ce sens-là, et par exemple aussi des composantes importantes du lanceur Ariane, soit de l'actuel Ariane 5, soit de futur qui vient d'être décidé à la ministérielle, sont produites en Belgique, en Suisse. Donc c'est aussi non pas seulement l'intérêt de faire la science ensemble, c'est aussi l'intérêt de développer des connaissances technologiques, de permettre soit aux instituts de recherche, soit aux universités, mais aussi aux... Je touchais sans vouloir, peut-être non. Aussi de donner à nos entreprises, quand je dis nos, c'est suisse, mais c'est européen en général, la possibilité d'être à la pointe du développement technologique. Ce n'est qu'à travers les missions spatiales qu'on peut vraiment développer des produits à l'extrême. Des produits, vous imaginez ce qui s'est passé sur les senseurs, sur les composantes qu'il y avait sur une sonde comme Rosetta. C'est des choses qui sont construites il y a 20 ans, qui sont lancées, qui passent à des températures extrêmes, qui reçoivent des bombardements de toutes sortes de rayons et qui, après 20 ans, doivent encore fonctionner. Et ça exige une capacité technologique poussée à l'extrême, mais c'est à travers le développement de ces connaissances et des compétences que l'industrie d'un pays peut rester concurrentielle et peut être capable aussi de développer d'autres produits. Mais je ne veux pas voler la scène au rédacteur de la soirée qui pourra vous illustrer beaucoup mieux qu'est-ce que c'est que l'espace. Un dernier mot pour dire tout simplement que Claude Nicollier, pour nous, n'est pas seulement le premier et le seul astronaute suisse, mais il est aussi pour nous un ambassadeur capable, en Suisse, mais partout dans le monde, de communiquer la fascination des activités spatiales, l'utilité des activités spatiales, et aussi tous ceux qui vivent et qui peuvent se développer à travers les activités dans l'espace, et vous l'entendrez. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il m'a été demandé de faire une introduction académique à la séance, à la conférence de ce soir de M. Nicollier. Et j'ai choisi de remettre l'Agence spatiale européenne dans son contexte afin que, disons, vous sachiez un petit peu mieux ce qui se cache derrière cet acronyme. Je ferai un bref historique
Ensuite, je vous parlerai de ces 3 piliers, du budget correspondant. Et enfin, en tant qu'astronome de cette université, je mettrai l'accent sur le succès de son 3e pilier, que j'appelle celui des sciences spatiales, et qui ont en tout cas l'avantage de me faire rêver, moi. J'espère vous faire partager ce rêve. Et en particulier, je mettrai l'accent sur la mission Huygens, qui a touché le sol de Titan, et enfin, bien sûr, la récente mission Rosetta. Alors, l'Agence spatiale européenne est née quelques années après le lancement par l'Union soviétique du Spoutnik, évidemment, en 1964. Donc, 2 organisations sont fondées. L'ESRO, d'une part, qui est l'organisation de recherche spatiale, et d'autre part, l'ELDO, qui est chargée de construire les lanceurs. Une dizaine d'années plus tard, l'ESA, proprement dit, naît de la fusion de ces 2 agences primitives. Et voici les pays membres aujourd'hui de l'Agence spatiale européenne. Vous voyez que c'est... Il y a des pays qui ont différents statuts. Les pays en bleu ont le statut à part entière, de membres à part entière, et puis on a des membres associés également. En 1980, la branche Ariane Espace se sépare de l'ESA proprement dite pour gérer tous les lancements commerciaux. Et en 2007, donc c'est relativement récent, l'Europe, l'Union européenne décide de faire de l'ESA son bras spatial. Vous avez ici une photographie intéressante, c'est 2 Belges relativement connus que vous reconnaîtrez sans problème. Je pense qu'à l'occasion de cette décision d'associer officiellement l'ESA à l'Union européenne, présente un drapeau européen qui a volé avec Frank de Winne. Voici quelques nombres. Le budget total de l'ESA, c'est environ 4 milliards d'euros. Disons, ça fluctue année après année. Et de ces 4 milliards, la Suisse et la Belgique contribuent à peu près à part égale, un tout petit peu moins de 3%. Donc on se place effectivement immédiatement après les grands pays. Alors, pour la Belgique, ces 2,76% représentent 163 millions d'euros. Donc ça représente par Belge, par année, et par année environ 16 euros. Donc c'est relativement modeste pour les succès qu'on peut en tirer, comme vous allez le voir. Et donc ça place la contribution de la Belgique en 4e position dans la contribution aux institutions internationales. Après l'Union européenne, le FMI et la coopération technique vient l'Agence spatiale européenne. Alors, comme je vous le disais en introduction, on peut considérer que l'Agence européenne se fonde sur 3 piliers. D'une part, le vol spatial habité et l'exploration habitée, dont notre conférencier de ce soir, M. Nicolier, vous parlera de son expérience à lui. Ensuite, nous avons un 2e volet qui est un volet plus pratique, je dirais, de technologie appliquée au spatial. On parle de l'observation de la Terre, de la prévision météorologique. Et enfin, le pilier que je connais le mieux, qui est le pilier de l'astronomie spatiale, qui contient à la fois l'exploration robotique et l'astronomie spatiale proprement dite. Alors, l'ULB est présente dans chacun de ces 3 piliers, et il y a 2 ans, l'université a organisé la Space Week en l'honneur des 20 ans du premier vol de notre premier astronaute, Dirk Freemouth. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la participation de l'ULB dans ces projets spatiaux de l'ESA, je vous invite à regarder cette page Internet qui est toujours présente et qui décrit toutes les implications de notre université dans les projets de l'ESA. Alors, donc maintenant, je vais dire quelques mots rapides sur les 3 piliers et leurs budgets respectifs. Donc, le premier budget concerne le vol habité. Ça représente 25%, grosso modo, du budget total. Alors, ce budget, évidemment, part en grande partie à l'exploitation de cet outil extraordinaire qu'est la Station spatiale internationale. Une très très jolie photo ici de cet immense complexe
qui prend de l'ampleur année après année. Et l'ESA y est présente grâce à 3 volets. D'une part, le bras robotique externe, d'autre part, le véhicule de transfert automatique. La Belgique a pu nommer le dernier en date du nom de Georges Lemaître, l'astrophysicien fameux du début du XXe siècle, donc qui ravitaille, pas l'astrophysicien, le vaisseau, qui ravitaille la Station spatiale internationale, et puis enfin le laboratoire Columbus, qui est, disons, la pièce maîtresse de l'implication européenne dans ISS. Alors, quelques mots pour vous montrer ce qu'on peut faire, mais très rapidement, en me focalisant sur les contributions de notre université. Donc, en sciences des matériaux, du vivant et en microgravité, on peut étudier la physique des fluides, des solides et la croissance des solutions, la croissance des cristaux en apesanteur, et puis tout un volet lié à la vie en apesanteur, l'analyse de populations bactériennes, l'analyse de l'activité cérébrale en microgravité, la croissance du tissu et la fabrication de médicaments, notamment en relation avec l'ostéoporose. Donc tout ça sont des projets menés par des chercheurs de notre université. Ensuite, bien sûr, le deuxième volet, ce sont les retombées industrielles directes ou indirectes. Direct, j'entends la construction de cette station spatiale elle-même, ou indirect, tous certaines spin-offs qui en résultent, et il y en a un certain nombre dans notre université également. Alors, j'en viens au deuxième pilier, l'observation de la Terre. Là, on est plus dans les applications. Il s'agit de l'observation de la Terre et des océans. Un grand succès de l'Agence spatiale européenne, c'est le satellite ou la famille de satellites Envisat, qui étudie la végétation, les cultures, également, bien sûr, les prédictions météo. On avait l'habitude de parler de Météosat, qui est un nom qui nous est familier. Maintenant, le programme a évolué et on parle de METOP plutôt. Donc ça représente également une bonne vingtaine de % du budget total. Ensuite, toujours dans ce volet du deuxième pilier, on peut dire qu'il y a tout un aspect qui bénéficie à l'économie directement par des applications dans lesquelles l'utilisation de l'espace est essentielle. Et il s'agit par exemple du contrôle du trafic routier, aérien, maritime, du projet Galileo qui va concurrencer le GPS américain, et une série de satellites de télécommunications, radio, téléphone, télévision, bien entendu. Ça également, ça représente 25% du budget total de l'agence spatiale. Et puis, on arrive, disons, à l'aspect qui me tient le plus à cœur en tant qu'astronome, qui représente en fait une portion relativement congrue du budget total. Vous voyez que ça représente juste en dessous de 15% du budget total. C'est donc le programme Sciences et le programme d'exploration robotique du système solaire. Et je vais donc terminer ma contribution par quelques mots sur ce programme scientifique de l'Agence spatiale européenne. On peut dire que c'est une suite ininterrompue de succès depuis 25 ans qui place l'astronomie spatiale européenne à la pointe de la recherche dans ce domaine. Et j'ai mentionné ici quelques noms de satellites. Peut-être ne les connaissez-vous pas tous, mais ce sont en tout cas tous des succès. Et bien sûr, on a tous entendu parler de Rosetta dans les semaines écoulées. Alors, quelle est la clé du succès, des succès répétés du programme Sciences de l'Agence spatiale européenne? Mais je dirais que c'est une excellente planification sur une décennie. En effet, ces projets comme l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan, le satellite de Saturne, ou les exploits du petit robot Philae se déroulent sur des durées de 20 ans. Et il faut assurer le budget, la pérennité du budget sur ces 20 années. Et dès lors que l'ESA a mis en place cette planification à long terme, les succès ont été au rendez-vous. Ici, j'ai pris, voilà, c'est ce que dit ce document extrait du site de l'Agence spatiale européenne. Alors, je voudrais vous parler d'un succès un petit peu plus ancien de l'Agence spatiale européenne, du programme Sciences. On va bientôt fêter dans quelques semaines son 10e anniversaire.
c'est l'exploit qui a consisté à faire se poser à la surface du gros satellite de Saturne qu'est Titan une sonde robotisée qui nous a transmis des images de ce monde particulier, ce monde extraordinaire à plusieurs milliards de kilomètres d'ici. Vous avez à l'extrême gauche une photographie de la surface du satellite Titan et à l'échelle la surface de la Lune pour vous représenter la surface couverte. Et vous voyez que moi, ça me fait rêver, disons, de voir ces mondes lointains, savoir qu'on arrive à faire se poser en douceur un robot à sa surface. Et disons, ça ressemble au désert du Ténéré, mais en fait, c'est plus proche d'une plage de Bretagne après le naufrage de la Moco Cadiz ou du Torrey Canyon, parce qu'il y a probablement des hydrocarbures sous la surface. Donc c'est un monde vraiment très, très spécial. Et puis bien sûr, l'autre succès récent dont on a tous entendu parler, c'est cet extraordinaire exploit de la sonde Philae qui s'est posée sur le noyau de Rosetta. Alors, avant de terminer, je voudrais vous dire quelques mots supplémentaires d'un programme purement astronomique, purement scientifique, mais également un défi extraordinaire. C'est le satellite Gaïa, l'arpenteur de l'univers, comme on le surnomme, lancé il y a presque exactement 1 an avec succès, et qui a pour mission de cartographier 1 milliard d'étoiles dans notre galaxie. Et ce qui est extraordinaire, c'est la précision avec laquelle il va le faire, 10,5 secondes d'arc. Alors comme 10,5 secondes d'arc, ça ne dit rien à personne, ces mesures d'angle. Pour vous aider à vous représenter ce que ça représente, voilà 1 seconde d'arc. L'angle de 1 seconde d'arc correspond à une pièce d'1 euro que vous allez placer sur le sommet de l'hôtel de ville de Bruxelles et que vous regardez depuis la tour de l'université. L'angle sous-tendu par cette pièce, c'est 1 seconde d'arc. Ça, ce sont les angles qu'on pouvait mesurer sur le ciel en 1838 par l'astronome Bessel. C'était la première tentative de mesurer des angles aussi petits. Puis est venu le satellite Hipparcos en 1989, succès de l'Agence spatiale européenne, qui place la pièce à 6000 km, donc sur la Statue de la Liberté, et qui parvient à mesurer sur le ciel des angles aussi petits qu'1 millième de seconde d'arc, donc ce qui représente la taille d'une pièce d'1 euro vue depuis l'ULB jusqu'à New York. Et enfin, l'ambition du satellite Gaïa, c'est de placer la pièce d'1 euro à peu près à 2 fois la distance de la Lune et d'être capable de distinguer le bord gauche du bord droit. Ça, c'est le défi que la mission Gaïa s'est fixé pour 1 milliard d'étoiles de notre galaxie. Avouez que c'est un beau défi pour les jeunes gens d'aujourd'hui. Et donc, du point de vue politique, sociopolitique, disons, 454 astronomes européens sont impliqués, parmi lesquels 25 Belges et 25 Suisses. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cette mission, parce que ça me permet de faire le lien entre la Belgique et la Suisse. Et proportionnellement, vous constaterez que pour la taille du pays, c'est une contribution importante. Par exemple, seulement 5 astronomes néerlandais sont impliqués, à titre de comparaison. Alors, la contribution belge la contribution ULB, de notre université, consiste à essayer de mettre en évidence les exoplanètes, autre sujet fascinant. Donc, ce sont ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil, et ça fait partie de la contribution de notre université que d'essayer de mettre en évidence, parmi ce milliard d'étoiles observées, celles qui sont entourées d'exoplanètes. Et comment les repère-t-on ? Eh bien, le mouvement d'une étoile simple, c'est le mouvement vert, un mouvement régulier. Le mouvement d'une étoile qui possède une exoplanète dans son voisinage, c'est le mouvement cabossé, en rouge. Et donc, notre mission est de détecter ces objets qui ont un mouvement irrégulier. Et ça me permet également de faire le lien avec la Suisse, puisque, bien sûr, un autre Suisse très célèbre, c'est Michel Mayer, qui a découvert en 1995 la première exoplanète, donc ça va faire 20 ans. Et j'ai eu le privilège de travailler avec ce Suisse célèbre, Michel Mayer, dans un article en 2001 qui avait trait à la distribution des masses des exoplanètes. Et donc, vous savez,
peut-être aussi que notre université a des liens privilégiés avec l'Université de Genève, mais si j'ose dire, on n'a pas attendu pour collaborer activement avec l'Université de Genève. Et puis je terminerai en vous disant que donc Rosetta a fait la rencontre avec la comète Churyumov-Gerasimenko il y a bientôt un mois de cela. Et donc, elle a... alors, il faut que je trouve le moyen de lancer la vidéo. Voilà, c'est bon. Donc, voilà cette image extraordinaire de la sonde Rosetta qui s'approche de la comète. Vous voyez cet objet absolument exotique, bicéphale. Et c'était un exploit que d'arriver à rencontrer cet objet perdu dans l'immensité du système solaire. Et bon, j'avais une citation qui devait venir avec cette vidéo. Et cette citation est celle-ci, c'est que non seulement la sonde Rosetta a rencontré la comète, mais elle a aussi fait la rencontre avec notre humanité. Parce que pour moi, disons, si on doute de l'humanité, il suffit de penser à la musique de Mozart ou à l'exploit de Rosetta de Philae pour se dire que finalement, ce que nous avons fait, jamais aucune bête ne l'aurait fait, pour paraphraser Guillaumet après son accident dans les Andes il y a près d'un siècle. Voilà, je vous remercie et sans tarder, je passe la parole à Monsieur Nicolier. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour vous parler d'espace et de la magnifique expérience que j'ai eu le privilège de vivre à 4 reprises dans les années 90, d'aller dans l'espace à bord de la navette spatiale américaine. J'aimerais remercier l'ULB pour avoir organisé cette soirée. J'aimerais remercier également l'ambassadeur Balzaretti de la mission de la Suisse auprès de l'Union européenne pour avoir rendu ma présence possible ici. Remercier le secrétaire d'État Mauro Della Broggio pour son aimable introduction et puis le féliciter pour le magnifique résultat de la conférence ministérielle d'il y a 2 jours. Remercier le professeur Jorisson pour sa très complète et intéressante introduction sur l'ESA et tout spécialement les contributions de l'Agence spatiale européenne dans les domaines de l'astronomie spatiale. Alors, le sujet de ce soir, c'est le titre qui m'a été... Si on peut abaisser un peu l'intensité lumineuse dans la salle, l'espace, c'est sombre, finalement. S'il y a trop de lumière dans la salle, les images ne seront pas aussi belles qu'elles méritent de l'être. Le sujet qui m'a été proposé, c'est comment faire rêver de l'espace. Et puis, j'ai rajouté en tout petit et y travailler aussi un peu. Rêver, c'est une chose, mais évidemment, on va dans l'espace toujours avec un objectif clair de nature scientifique ou de nature technique. C'est un monde de rêve, bien entendu, mais c'est un monde dans lequel on essaie d'être productif, d'accomplir des travaux de recherche ou de développement technologique pour le bénéfice des personnes sur la Terre. J'aimerais tout d'abord répondre brièvement à la question pourquoi aller dans l'espace. On peut se poser la question. Finalement, c'est cher, c'est dangereux. Vous avez certainement des réponses, mais j'aimerais résumer les réponses qui me viennent en tête. On y va tout d'abord pour des applications pratiques, les plus connues étant bien entendu les télécommunications, la navigation précise et l'observation de la Terre pour une meilleure exploitation des ressources de la planète Terre. On y va, on y a été surtout dans le passé, mais on y va toujours encore un peu pour une démonstration de la puissance et de capacité des nations. C'est évidemment le cas de façon significative au début de l'exploration de l'espace, le climat de guerre froide entre États-Unis et Union soviétique à l'époque de Sputnik 1, Sputnik 2, Explorer, les premiers vols habités de Gagarine, suivis peu de temps après par le programme Apollo. Démonstration de la puissance et des capacités des nations, c'est toujours et encore dans une certaine mesure le cas. Et puis, ça va être le sujet ce soir, réponse à notre curiosité sur les phénomènes naturels et sur notre place dans l'univers, dans un environnement unique et d'une très grande beauté. Pour moi, ce qui m'a frappé, c'est, pour avoir été dans l'espace pendant 43 jours en 4 missions, sur des orbites basses,
Quand je dis orbite basse, c'est des orbites typiquement de 3 à 600 km au-dessus de la surface de la Terre. Ce qui m'a frappé, c'est d'une part les opportunités de recherche et d'exploration, et puis c'est la splendeur de l'espace. J'ai toujours été touché de façon très profonde par cette extraordinaire splendeur. Je pourrais l'exprimer un tout petit peu ce soir par des images, mais il faut bien vous dire que c'est encore 100 fois plus beau que ce que vous allez voir ce soir. Pour moi, il y a eu l'inspiration et le rêve. L'espace a toujours inspiré. Quand ce livre a été publié, c'est évidemment très cher dans le cœur des Belges, parce que la bande dessinée, c'est essentiellement une invention belge, une magnifique réalisation de créateurs, de dessinateurs et d'inventeurs d'histoire belges essentiellement. Ce livre a été publié, On a marché sur la Lune, c'était en 1953, j'avais 9 ans. Et je peux vous dire que c'était pour moi une formidable source d'inspiration. Cette magnifique fusée avec ses carrés blancs et rouges, Tintin, Milou, le capitaine Haddock, les frères Dupont, Tournesol et le passager clandestin à destination de la Lune. Et puis cette idée géniale de cette fusée à propulsion constante avec ce moteur atomique et la manœuvre de retournement à mi-chemin entre la Terre et la Lune de façon à créer une gravité artificielle dans la fusée, c'était génial. À ceci près que quand les frères Dupont ont coupé le moteur atomique par inadvertance avec leur canne, on a eu l'abpesanteur dans cette fusée. Et le whisky du capitaine Haddock qui s'est mis en boule. Et je peux vous dire, quand j'avais 9 ans, ça me frappait de voir ces liquides se mettre en boule. Je ne comprenais pas exactement pourquoi. Maintenant, je le comprends, bien sûr, et c'est relativement simple de le comprendre. En l'absence de gravité, toutes les directions sont équivalentes. Donc, la seule forme pour laquelle toutes les directions sont équivalentes, c'est la sphère parfaite. Et j'ai eu cet immense privilège, j'en ai pas très nombreux habitants de la planète Terre à avoir eu ce privilège de pouvoir expérimenter moi-même la forme des liquides dans l'espace, pas avec du whisky, c'était avec de l'eau, du jus d'orange et du café. C'est extraordinaire. Et ça, c'était seulement pendant l'arrêt du moteur atomique. Après, ils ont mis le moteur atomique en marche pour aller à la destination de la Lune. Une magnifique histoire. Objectif Lune tout d'abord, et on a marché sur la Lune. Je peux vous dire que j'ai été très touché dans ma jeunesse et très inspiré par la bande dessinée de façon générale. Et j'avais une passion dévorante pour l'aviation. Et Buck Danny, c'était mon héros. Et Buck Danny contre Lady X en particulier, parce que quand on a entre 10 et 15 ans, cette femme blonde, un peu méchante, mais très belle finalement, et toute cette histoire de Buck Danny contre Lady X me passionnait. De plus, Lady X volait sur Hunter. C'était un avion d'attaque au sol dans les forces aériennes helvétiques, alors moi ça me touchait beaucoup. Mais toutes les histoires de Buck Danny m'ont beaucoup inspiré. Et puis le Cosmo Schtroumpf. J'étais un ami très proche de Claude de Ribaupière, qui est en Suisse un grand dessinateur de bande dessinée, qui a beaucoup travaillé avec Peyo. Il a eu sa formation initiale de dessinateur de bande dessinée avec Peyo. Ensuite, il a volé de ses propres ailes et a créé d'autres personnages comme Buddy Longway, Attila, Yakari. C'est en tout cas à l'échelle de la Suisse, je dirais dans le monde francophone, un des grands dessinateurs de bande dessinée. C'est un ami très proche pour moi. On a dévoré la bande dessinée. Pour moi, c'était Buck Danny, Spirou et Fantasio, aussi Z comme Zorglub, et puis le Cosmo Schtroumpf. Donc, j'aimerais remercier la Belgique de m'avoir apporté cette avalanche d'inspiration et de merveilleuses histoires dans ma jeunesse. Merci à la Belgique. J'ai été très inspiré aussi par quelques peintures, des peintures en particulier d'un peintre britannique, Chesley Bonestell, qui a fait de magnifiques peintures de scènes de l'espace. Et tout particulièrement, vous voyez ici la planète Saturne vue de Titan, son plus grand satellite, sur lequel s'est posée la sonde Huygens de l'Agence spatiale européenne. Pour moi, c'était une formidable inspiration. Ça. Il y avait d'autres très belles vues aussi de Mercure, tout proche du Soleil, avec un sol complètement craqué par la très haute température. Pour moi, je vivais ça dans mon esprit et c'était une formidable inspiration. Passion pour le ciel. Une image prise avec une caméra qui est restée avec l'obturateur ouvert pendant environ 1 heure. Donc on a 15 degrés de déplacement autour du pôle céleste nord des étoiles
avec l'étoile polaire très proche du pôle. C'est pour illustrer ma passion pour le ciel. J'ai fait des études de physique à Lausanne, juste après Michel Mayor, qui était 2 ans avant moi et qui était un ami très proche, et qui est resté un ami très proche, avec son magnifique travail en astrophysique et tout particulièrement en tant que découvreur de la première planète extrasolaire et tout le travail qu'il a fait dans la suite dans ce domaine. Beaucoup de séjours à l'observatoire du Gornergrat près de Zermatt, un endroit magnifique dans les Alpes suisses, un observatoire à 3200 mètres d'altitude. Pour moi, peut-être déjà un peu un entraînement pour le vol spatial, parce que d'une part, l'air est un tout petit peu raréfié déjà, pas autant qu'à 400 km d'altitude, mais il y avait surtout cet isolement. L'équipement que nous utilisions n'était pas extrêmement complexe, mais quand on avait des problèmes avec cet équipement, on était seul à pouvoir les résoudre. On pouvait téléphoner à l'Observatoire de Genève pour avoir des renseignements, mais il y avait cette forme d'isolement et de raréfaction de l'air qui me rapprochait déjà un peu du spatial. En plus, le paysage est magnifique. Et croyez-moi, depuis l'espace, et je reviendrai là-dessus, le paysage est splendide. Donc, quelques corrélations avec le spatial. Une passion pour les machines volantes aussi. En Suisse, nous avons toujours et encore le système de milice, dans le sens que la responsabilité de la défense du territoire, elle incombe à tous les hommes en Suisse. Les femmes, c'est volontaire, mais les hommes doivent le faire. C'est le système de milice. Et je me suis engagé comme candidat pilote, et ça a marché. J'ai accompli mon service militaire dans une escadrille de Hunter, des forces aériennes. Comme on utilisait cet avion comme avion d'attaque au sol. Hunter, c'est un chasseur, mais nous l'utilisions comme avion d'attaque au sol. Et je l'ai volé pendant 22 ans, entre 1972 et 1994, date à laquelle il était retiré des forces aériennes. Et pour moi, c'était un immense bonheur, parce que c'était comme Buck Danny, finalement, et comme Lady X qui volait le Hunter aussi. Et puis, une magnifique leçon de prise de risque. C'était relativement risqué. On faisait par exemple des décollages et des atterrissages sur des autoroutes avec des ponts. Ce n'est pas totalement trivial d'avoir des ponts sur des pistes d'atterrissage et de décollage. Donc il y avait une certaine prise de risque quand même. C'est clair que tout était programmé pour qu'on n'ait pas de collision avec les ponts. Mais c'est pour illustrer le fait que gestion de risque, c'est quelque chose qui était du pain quotidien à l'escadrille. Mais pour moi, un immense bonheur. Un magnifique avion. Je sais que vous l'avez utilisé en Belgique également. Vous l'avez retiré du service de vol un peu avant que nous l'avions fait en Suisse, mais vraiment un très très bel avion. Nous avions l'engagement de ces avions sur des petites places d'atterrissage et de décollage de montagne. Vous avez ici Sankt-Stefan, dans le canton de Berne, c'est dans le Obersimmental, pas loin de Lalenk. Donc on opérait ces avions de chasse sur des toutes petites pistes dans les montagnes, et ce n'était pas évident non plus. Il y avait aussi une prise de risque, mais aussi un grand bonheur. Il y avait les deux. Pour revenir à l'exploration de l'espace au moyen d'engins habités, bien sûr, il y a eu les débuts des vols spatiaux habités. Les Russes, les Soviétiques, respectivement, étaient les premiers à amener un homme dans l'espace. C'était Gagarin, un jeune de 27 ans, qui a fait une seule orbite autour de la Terre le 12 avril 1961, totalement respecté par tous les astronautes et cosmonautes aujourd'hui, parce que c'est lui qui nous a ouvert les portes de l'espace. Il avait du courage. C'était une époque où on n'était pas absolument convaincu qu'un être humain pouvait survivre à l'environnement spatial. Bien sûr, la réponse américaine, elle devait venir après les paroles très fortes du président Kennedy. Quelques semaines seulement après le vol de Yuri Gagarin, il s'est prononcé ainsi: We are going to go to the moon in this decade, not because it is easy, but because it is hard. On va aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et la difficulté d'un pareil programme à cette époque a eu pour conséquence une focalisation des talents et des énergies disponibles aux États-Unis pour la réussite de ce programme. Un programme magnifique. Apollo 11, 12, 13, qui n'a pas atteint la Lune, comme vous le savez. 14, 15, 16, vous avez ici Apollo 16, avec Charlie Duke, qui était le pilote du module lunaire photoprise par John Young, qui était le commandant. Exploration d'une partie assez accidentée de la Lune pour la première fois. Un programme absolument splendide. Moi, je reste totalement impressionné par ce qui a été accompli dans les années 60 par les Américains dans ce programme. Et c'était non seulement
un splendide chapitre de l'histoire des vols spatiaux habités, mais un magnifique chapitre de l'histoire de l'humanité, on peut dire. C'est ainsi que les astronautes d'Apollo voyaient la Lune, à une distance d'environ 400 000 km. Et ça a bien entendu complètement bouleversé notre conception de la place que nous occupons dans le cosmos. Une toute petite planète belle, isolée, fragile. J'utilise le terme isolé ici parce qu'on voit toujours la Terre quand le Soleil est au-dessus de l'horizon, depuis l'espace, sur un fond de ciel complètement noir. On a toujours une impression d'un grand isolement. On sait qu'il y a la Lune qui n'est pas loin, il y a le Soleil qui est à 8 minutes de lumière, et puis les étoiles sont à quelques années de lumière, ou quelques dizaines, centaines ou milliers. Mais voir la Terre sur ce fond de ciel complètement noir nous donne toujours la perception d'un isolement de notre planète. Un peu comme un vaisseau spatial isolé avec 7 milliards de membres d'équipage qui ne savent pas très bien où ils vont. Il n'y a pas de capitaine non plus. Après la fin du programme Apollo, les Américains se sont mis au travail pour réaliser un programme d'un engin spatial réutilisable, c'est-à-dire ils voulaient donner l'accès à l'orbite terrestre basse pour des êtres humains. Vous avez ici la cabine qui pouvait accommoder jusqu'à 7 personnes, et puis de l'équipement aussi, une soute qui pouvait transporter jusqu'à 20 tonnes en orbite terrestre basse. Mais cet engin était presque entièrement réutilisable, contrairement à toutes les fusées utilisées jusque-là et qui sont utilisées toujours et encore maintenant, qui sont détruites pour accomplir leur tâche. C'était un programme difficile. Bien sûr, la distance à laquelle on opérait la navette était beaucoup plus faible que ce qui avait été le cas dans le cadre du programme Apollo, mais le challenge n'est pas seulement la distance, c'est également le niveau de technologie. Et le niveau de technologie à l'époque était très avancé. Il y avait des besoins de protection thermique de la partie inférieure, frontale du fuselage et frontale des ailes, de l'orbiteur de la navette, qui était un problème technologique majeur. Également une gestion assez automatique de toute la montée en orbite, avec possibilité de reprise en manuel par l'équipage si on avait un ascent abort, un avortement de la montée en orbite. Un problème aussi au niveau de la propulsion. Vous avez 3 moteurs à hydrogène qui utilise le contenu de ce grand réservoir de 700 tonnes d'oxygène et hydrogène liquide pour la monter en 8 minutes et demie sur l'orbite terrestre. Mais la poussée, c'est des moteurs purement verts parce qu'on produit de l'eau et de la poussée, de l'ordre de 1,5 tonne d'eau à la seconde, à peu près 1000 tonnes de poussée pour les 3 moteurs. Il fallait des fusées d'appoint à combustible solide de part et d'autre du réservoir pour donner une poussée supplémentaire pour les 2 premières minutes de la montée. Ensuite, ils étaient séparés, tombaient de l'océan Atlantique, étaient récupérés par des bateaux. L'orbiteur et le réservoir continuaient la montée pendant 6 minutes et demie supplémentaires jusqu'à Main Engine Cut-off, 8 minutes et demie après le départ, à 28 000 km à l'heure, sur une orbite typiquement de 2 à 3, 400 km au-dessus de la surface de la Terre. Un beau projet, un projet difficile, malheureusement plus cher et plus dangereux que ce qui avait été escompté. On a eu en tout entre 1981, le premier vol, et 2011, le dernier, 135 vols de la navette, malheureusement 2 accidents majeurs, avec chaque fois 7 de nos collègues qui sont parvenus. Donc 14 qui sont parvenus sur un groupe d'astronautes basé à la NASA de 140 personnes, donc un dixième ne sont pas revenus. Donc la navette est un programme magnifique dans ses capacités. Typiquement, la navette a permis la Station spatiale internationale, les missions Hubble dont je parlerai, les missions de maintenance de Hubble, mais c'est un programme qui était trop cher et dangereux. On peut laisser peu de lumière, comme ça va. 28 000 km à l'heure, c'est la vitesse qu'on doit atteindre. On ne peut pas se permettre de choisir la vitesse. Pour chaque altitude, on a une vitesse qui est fixée par les lois de la mécanique céleste. Et puis, on ouvre les portes de la soute. On voit le contenu de la soute, la dérive verticale des ailes, c'est le silence. Et vous avez à l'arrière-plan ce qu'on appelle le terminateur. C'est la limite jour-nuit à la surface de la Terre. Ici, c'est le jour, ici, c'est la nuit. Et en moyenne, toutes les 45 minutes, on passe sur le terminateur. Pour 16 révolutions autour de la Terre par jour terrestre. Le jour qui dure à peu près 1 heure et la nuit une demi-heure. Donc 1 heure et demie pour faire le tour de la Terre. Pour ceux qui aiment les machines volantes et les cockpits, ça c'est une image de rêve.
Et encore une fois, c'est l'expression de la magnifique performance des Américains dans la réalisation du programme Navette. Encore une fois, malheureusement cher et dangereux, mais quand ça marchait, c'était incroyable. Vous avez comme le cockpit d'un avion de ligne, un avion de ligne moderne comme l'Airbus 330 ou 340. C'est la dernière version du cockpit La Navette qui a été mise en place à partir de l'an 2000. Au début, on avait des instruments électromécaniques comme les premiers Jumbo Jet ou DC-10. Et ça, c'est la version Glass Cockpit. Magnifique. Et regardez dehors, ça, c'est la Terre à l'envers. Et le ciel avec les étoiles. Splendide. Quelques vues de l'intérieur de la navette pour vous montrer un peu comment on vivait. Je passerai rapidement là-dessus, mais je vais quand même l'indiquer. Pour la nourriture, on prenait de la nourriture sous forme déshydratée et on utilisait une partie de l'eau générée par des piles à combustible, oxygène, hydrogène, qui fabriquaient de l'eau et de l'énergie électrique, de la puissance électrique lors de 7 kW par pile à combustible. On en avait 3, ça faisait l'ordre de 20 kW pendant 15 jours. L'eau était utilisée pour réhydrater des aliments. Vous avez ici des œufs brouillés qui ont été préparés par un de mes collègues pour consommation par l'équipage. Ça avait tout à fait la couleur, la texture et le goût des œufs brouillés, pas de problème. Ce n'est pas la gastronomie, on ne va pas dans l'espace pour la gastronomie, mais on se nourrit tout à fait bien. Je parlais du whisky du capitaine Haddock. Alors voilà ce qu'on faisait de temps en temps avec des liquides. Ce n'était pas du tout recommandé par la NASA, parce que vous pouvez imaginer que si vous avez une boule, que ce soit de l'eau, du jus d'orange ou du café, qui se déplace vers les composantes électroniques de la cabine, ce n'est pas bien. En fait, la NASA disait, il ne faut pas le faire, mais on le faisait quand même, parce que c'est irrésistible. On avait des linges qui permettaient d'éviter les catastrophes avec les composantes électriques ou électroniques. Jouer avec les fluides, c'était irrésistible. Vous pouvez vous imaginer, ce n'est pas une bulle, bien sûr, c'est une boule d'eau. Vous pouvez souffler dans une direction pour qu'elle se déplace dans une certaine direction dans la cabine. Ensuite, il faut se retourner pour souffler dans l'autre direction de façon à freiner son mouvement vers la paroi. Et on crée des vagues à la surface de cette boule. C'était magnifique, irrésistible. Dormir, le plan de travail et de sommeil était divisé en tranches de 24 heures. Et sur une période de 24 heures, on dormait de l'ordre de 6 heures. Et la raison pour laquelle on avait ce rythme, c'est qu'on connaît ce rythme sur Terre. C'est un rythme qui est favorable pour les activités humaines. Et lorsque c'était le moment d'aller dormir, on se mettait dans son sac de couchage après l'avoir installé sur la paroi latérale ou au plafond. Et on dormait pendant 6 heures à peu près. Tout l'équipage dormait en même temps. Et c'est le sol qui, par télémétrie, surveillait tous les systèmes de la navette. On était réveillés par de la musique. Et le jour où j'ai fait ma seule et unique sortie extravéhiculaire de la navette, la musique qui était ce matin-là, c'était du Schweizer Hörgeli de Grindelwald. C'était de la musique typiquement suisse, musique folklorique suisse qui vient des montagnes de Berner Oberland. Comme je dis, la navette, c'est un beau programme qui a permis, d'une part, la Station spatiale internationale, un ensemble de modules fournis par les 15 pays qui contribuent à ce programme, les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et 11 pays membres de l'Agence spatiale européenne, dont la Belgique et dont la Suisse. Ce programme n'aurait pas été possible sans la navette. Vous avez ici une image prise en 2011, qui était la dernière année d'exploitation de la navette, où vous voyez le véhicule orbital accroché à la station spatiale lors d'une dernière mission d'assemblage de la station. Alors, dans la station, on a très habituellement 6 astronautes à bord. Parfois, à des courtes périodes, on en a 3 seulement. Là, vous en avez 6. Et ce dernier groupe a rejoint la station il y a un peu plus d'une semaine. Et en particulier, vous avez une astronaute italienne représentant l'Agence spatiale européenne et aussi l'Agence spatiale italienne, les deux, Samantha Cristoforetti. Vous avez un Russe, un Américain, et puis l'équipage qui était déjà à bord et qui a reçu ces 3 il y a environ une semaine. Vous avez une femme russe, Serova, un Américain et un Russe. Donc très généralement, on a des Russes et des Américains ou des Américaines ou des Russes et des femmes russes, avec parfois des visites d'astronautes européens, canadiens ou japonais. Et ils font du travail scientifique pendant des périodes de 5 à 6 mois. Ils redescendent ensuite. Ils sont remplacés par des nouveaux membres d'équipage qui utilisent le Soyouz russe, la fusée Soyouz russe, pour accéder à la station et pour rentrer sur Terre. Ils utilisent la capsule Soyouz.
Mon expérience personnelle, après avoir été sélectionné dans le premier groupe des astronautes de l'Agence spatiale européenne en 78, j'ai été envoyé à Houston en 1980, passé pas mal de temps là-bas, et c'est seulement en 1992, donc 12 ans plus tard, que j'ai fait mon premier vol, qui avait pour objectif le déploiement d'une petite plateforme de l'Agence spatiale européenne appelée Eureka, et puis déploiement d'un satellite captif, satellite au bout d'un câble. Nous avions 20 km de câble dans la soute, et on voulait déployer ce satellite à grande distance, de façon à utiliser le phénomène d'induction électrique pour générer de l'énergie électrique dans l'espace sans utiliser de panneaux solaires. Alors c'est clair, on avait toutes sortes de soucis avec ce câble, parce qu'on avait joué pas mal de scénarios où le câble cassait, et puis une partie du câble qui restait attachée à nous allait s'empiler dans la soupe de la navette. Alors lorsqu'on a fait la photo officielle d'équipage, à Houston, juste après la photo officielle, on a pris une photo pour illustrer les préoccupations de l'équipage avec la possibilité de manque de contrôle de ce câble, ces 20 km de câble dans l'espace. Le commandant Dick Cavey, premier astronaute italien de l'Agence spatiale italienne, Franco Malerba, Franklin Shank-Diaz, Jeff Hoffman, Marsha Ivins, Andy Allen et moi-même. Là, vous voyez que je passe un mauvais moment avec un câble autour du cou. Les deux autres missions à laquelle j'ai participé, il y avait deux missions relatives aux satellites captifs. Les deux autres avaient pour objectif des visites du télescope de Hubble, que vous voyez ici. Fruit de la coopération entre l'Agence spatiale européenne et la NASA, un magnifique instrument qui nous a véritablement ouvert la porte de l'espace pour des objets très lointains à partir de, je dirais, 1994. Il était lancé par la navette en 1990, mais souffrait malheureusement d'un problème assez sérieux au niveau de la forme du miroir principal. Et on a seulement pu obtenir des bonnes images à partir de la première visite à laquelle j'ai participé à la fin de 1993. Vous avez la partie optique du télescope, avec le miroir principal de 2,40 m de diamètre, donc relativement petit, la partie instrumentale, des antennes permettant de commander le télescope et de recevoir les données scientifiques vers la Terre aussi. Une position, bien sûr, idéale pour un instrument astronomique en dehors de l'atmosphère, donc on n'a pas le filtrage dû à l'atmosphère, filtrage des radiations ultraviolettes, infrarouges, et puis on n'a pas le problème de la turbulence atmosphérique qui limite la résolution des images au foyer. Pour la résolution, c'est la capacité d'un télescope de détecter comme deux étoiles différentes, deux étoiles qui sont très proches. La résolution de l'œil nu, c'est de l'ordre de 60 secondes d'arc ou une minute d'arc. On peut voir deux étoiles séparées une minute d'arc seulement, comme deux étoiles séparées. Si elles sont plus proches, on les voit pratiquement comme une étoile. La lunette de Galilée, qui était exploitée au début du XVIIe siècle, avait une résolution de 3 secondes d'arc, donc on avait amélioré un peu la résolution, enfin l'améliorer de façon substantielle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le télescope du Mont Palomar, avec son miroir de 5 mètres de diamètre, augmentait seulement très peu la résolution de ce télescope par rapport à la lunette de Galilée. La raison était l'atmosphère. Tant que les instruments sont dans l'atmosphère, la résolution reste limitée par l'atmosphère à peu près à une seconde d'arc, ou une demi-seconde d'arc. Seulement si on a une optique dite adaptative qui corrige les effets de la turbulence atmosphérique, on peut avoir une bien meilleure résolution. Mais si on n'a pas d'optique adaptative, c'est de l'ordre d'une seconde d'arc. Et le télescope de Hubble a une résolution de l'ordre du 20e de seconde d'arc, une amélioration considérable, malgré son relativement petit miroir. Voilà le miroir en question, 2,40 m de diamètre. C'est petit par rapport aux grands télescopes terrestres qui ont des diamètres jusqu'à 10 mètres. Et on a un télescope de 39 mètres de diamètre qui est en construction, qui va être en construction prochainement au Chili, de l'Observatoire européen austral. C'est le ELT, Extremely Large Telescope. Alors, le miroir principal, poli avec une grande précision, c'était à la fin des années 80, mais il y avait un problème qu'il fallait résoudre à tout prix, dans le sens que la taille du miroir était extrêmement précise, mais qu'une référence qui était très légèrement biaisée, si bien que le télescope n'avait pas la résolution optique voulue. Elle était même largement dégradée par ce défaut de taille du miroir principal. Alors, le télescope a été mis en orbite donc, en 1990. Et voici toutes les missions de maintenance. SM, c'est pour Servicing Mission, les missions qui étaient prévues tous les 3 ou 4 ans, de façon à soit réparer le télescope si nécessaire ou échanger les instruments scientifiques au foyer pour le conserver comme un instrument scientifique moderne et au goût du jour.
J'ai eu la chance de participer à la première visite du télescope en décembre 1993, où on avait principalement la tâche d'installer un correcteur d'optique. J'ai participé à la troisième également. On avait un problème relatif au gyroscope et à l'ordinateur principal qu'on a dû échanger. Et voilà les 5 missions en tout qui ont été effectuées entre 1993 et 2009 pour maintenir le télescope en bon état. La dernière visite de 2009 était 2 ans seulement avant l'arrêt des vols de la navette, et on ne pourra plus visiter Hubble, qui va mourir de sa plus belle mort d'ici quelques années. Disons, la durée de vie attendue depuis la dernière visite est de l'ordre de grandeur de 10 ans, donc aux environs 2020, il ne sera plus utilisable. Alors voilà une photo que j'aime beaucoup, parce que c'est un moment très spécial. Après la sélection de l'équipage, c'était à la fin 92, on a posé pour la photo officielle de l'équipage de la première visite de Hubble, qui était prévue pour fin 93, donc une année avant. Et c'était une mission qui était difficile. La NASA nous a clairement fait comprendre que l'échec n'était pas une option pour cette mission. Failure is not an option. Elle était assez embarrassée d'avoir mis en orbite un télescope avec un miroir qui n'avait pas tout à fait la bonne forme. On ne pouvait pas se permettre de rater la première visite de Hubble. Le commandant Dick Cavey, Jeff Hoffman de nouveau, Tom Akers, Story Musgrave, Katie Thornton, Ken Bowersox et moi-même, avec une représentation des 2 parties coopérantes qui sont les États-Unis et l'Europe. On s'est mis au travail, essentiellement en piscine, pour entraîner l'installation des nouveaux instruments et l'échange des instruments dans le télescope. On s'entraînait dans une grande piscine de Marshall Space Flight Center à Huntsville, en Alabama, avec un modèle assez haute fidélité du télescope, et puis un modèle d'une caméra planétaire et à grand champ qu'on allait échanger. Vous voyez la caméra dans l'eau et la caméra réelle. Grande similitude. On s'entraînait avec des instruments qui avaient vraiment la même forme, la même dimension et les mêmes détails que ce qu'on allait utiliser dans l'espace, de façon à éviter la surprise. Après une année d'entraînement, encore une fois sous pression, parce que la NASA nous a fait comprendre qu'encore une fois, il fallait réussir cette mission à tout prix. Et ça n'avait jamais été fait. Effectuer des travaux de maintenance et de réparation majeurs sur un instrument scientifique complexe dans l'environnement spatial n'avait jamais été fait. Départ à 4h26 du matin, le 2 décembre 1993. Rendez-vous avec Hubble, qu'on a trouvé, mais pas par hasard. À la suite de manœuvres bien programmées et précises, le télescope qu'on voyait initialement comme une étoile pas très brillante dans le ciel, mais de plus en plus brillante au fil des heures. Après 48 heures, on l'a rejoint, on a volé en formation, on l'a accroché avec le bras robotique que vous voyez là, installé dans la soute de la navette. Et les 5 jours suivants, nous avons accompli des sorties extravéhiculaires de façon très rigoureuse et précise pour échanger des systèmes défectueux sur le télescope, y compris les panneaux solaires que vous voyez ici, qui n'étaient pas en très bon état. Vous avez tous reconnu l'île de Madagascar, ici. On va passer sur l'océan Indien, qui est ici à gauche de l'image, et puis vous avez l'Afrique vers la droite. 600 km d'altitude. La soute généralement orientée vers la Terre de façon à profiter du rayonnement infrarouge de la Terre pour échauffer un peu la soute de la navette, pour l'amener à une température d'à peu près moins 100 à moins 50. Il fait toujours très froid dans l'espace, tout est très froid. Mais là, on arrivait à réduire un petit peu la très basse température de la soute avec les rayonnements infrarouges de la Terre. Installation de COSTAR. COSTAR, ce n'est pas le veston-cravate, mais c'est Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. C'était le système de correction d'optique. Donc, une opération extrêmement critique, effectuée par Katie Thornton, la femme dans notre équipage, qui installe ce correcteur d'optique qui était grand comme une cabine de téléphone. En fait. Donc, extraite de la soute avec Tom Akers, son collègue, et installée dans le télescope après l'ouverture des portes de la partie instrumentale du télescope. Dernière sortie extravéhiculaire sur les 5, c'est Story Musgrave et Jeff Hoffman qui viennent d'échanger les panneaux solaires. Ils ne sont pas encore déployés. Nous sommes à 600 km sous l'Australie. Une vue absolument splendide, avec l'Australie à l'arrière-plan et le grand désert australien. Ça, c'est la version Hollywood des réparations de Hubble. Pour ceux et celles qui ont vu le film Gravity, vous vous rappelez peut-être qu'au début, on voit la navette qui s'approche de nous. Ensuite, on voit qu'il y a le télescope Hubble,
dans la soute de la navette. Et il y a 2 personnes qui sont censées travailler sur Hubble, mais en fait, il n'y en a qu'une seule qui travaille, c'est Sandra Bullock qui est là, qui travaille avec ses outils motorisés. George Clooney est totalement improductif. Il se promène autour du télescope avec son fauteuil volant. C'est peut-être un peu une expression de ce qui se passe sur Terre aussi, où les femmes travaillent et les hommes se font plaisir, je ne sais pas. Mais j'étais frappé de voir à quel point il y a une asymétrie entre le travail diligent de Sandra Bullock et puis George Clooney qui se fait plaisir. À part ça, le film est pas mal. Disons, il est bon sur le plan des effets spéciaux, peut-être pas tellement sur le plan du scénario. Voilà l'équipage. Beaucoup de bonheur, c'était à la suite des 5 sorties extravéhiculaires effectuées avec succès. On avait surtout restitué la qualité optique attendue du télescope, changé les panneaux solaires. Le télescope est dehors dans la soute, on n'a pas encore déployé, mais c'était vraiment un moment de très, très grand bonheur et de satisfaction au sein de l'équipage. J'ai eu la chance d'être redésigné pour une nouvelle visite de Hubble 6 ans plus tard. C'était SM-3A, Servicing Mission 3A. Cette fois-ci, on devait changer des gyroscopes, échanger l'ordinateur principal de contrôle du télescope et une caméra de pointage. Entraînement dans l'eau, de nouveau, cette fois-ci à Houston, avec un modèle très haute fidélité de Hubble, le bras robotique, une petite plateforme au bout du bras. On utilisait dans l'eau des scaphandres exactement similaires aux scaphandres utilisés dans l'espace. Les mêmes outils aussi, encore une fois, pour réduire la surprise. On est monté juste avant Noël, en décembre 1999, ouvert les portes de la partie instrumentale, échangé les 6 gyroscopes. Et la deuxième sortie extravéhiculaire, j'ai eu la chance de l'effectuer avec mon collègue américain Mike Fall. Mais ça, c'est entre-temps une photo intéressante avec Jean-François, un autre astronaute de l'Agence spatiale européenne, Jean-François Clairvoy, qui était l'opérateur du bras robotique lors de cette mission. Moi, j'étais prévu pour 2 sorties extravéhiculaires. C'est la pesanteur. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Préparation de cette deuxième sortie avec mon collègue Mike Fall. Vous voyez les scaphandres qui flottent dans la cabine. Nous étions 7 astronautes dans un volume relativement petit avec 4 scaphandres qui flottaient, donc comme si nous avions été 11 personnes dans la cabine. Ça, c'était mon scaphandre. C'est le signe de mon scaphandre avec les petits chevrons rouges. Les bandes rouges, c'était celui de Mike Fall. Et vous voyez tous les outils que nous avions dans la cabine, lesquels devaient être sélectionnés spécialement pour chaque sortie extravéhiculaire. Voilà la deuxième sortie. Je suis là. Je me tiens sur le bord de la porte. On échange l'ordinateur principal du télescope avec mon collègue Mike Fall. Belle photo du télescope après les travaux de réparation, encore une fois effectués avec un succès total. On expose les panneaux solaires vers le soleil pour charger les batteries de bord avant le largage du télescope. Vous voyez à l'arrière-plan un croissant de terre juste avant le coucher du soleil. Des vues absolument splendides, inoubliables. Bien sûr, on a beaucoup de résultats scientifiques qui sont ramenés par le télescope Hubble, plusieurs images chaque semaine, qui sont publiées d'ailleurs sur le site de la NASA. Il y a un autre site qui s'appelle HubbleSite, on a hubblesite.org. Un résultat extrêmement intéressant obtenu par Hubble est ce qu'on appelle le Hubble Deep Field. Vous avez un tout petit champ en forme de L, parce qu'il y avait 3 champs carrés juxtaposés en forme de L, dans la constellation de la Grande Ourse, qui était toujours visible depuis l'orbite de Hubble. Et essentiellement, il y avait vraiment pas grand-chose vu depuis la Terre dans ce champ en forme de L, d'une dimension d'à peu près 2 minutes d'arc sur 2 minutes d'arc. Et 2 minutes d'arc, c'est le 15e du diamètre de la pleine Lune. Donc la pleine Lune aurait à peu près cette dimension-là. Donc vous voyez ce tout petit champ dans le ciel. Et après 10 jours de pause, Hubble a révélé une très très grande quantité de galaxies, des centaines et des centaines de galaxies. C'est un magnifique résultat qui a montré l'extraordinaire densité des galaxies dans l'univers d'une part, et puis un plongeon dans le passé de l'univers. Certaines galaxies sont distantes de plusieurs milliards d'années de lumière. On les voit telles qu'elles étaient il y a plusieurs milliards d'années dans le passé. Quelques images de la Terre, les océans, des montagnes, tout l'Himalaya, les déserts, Sud-Sahara dans la région de Tamanrasset, très beau contraste entre les montagnes sombres et la couleur orangée du désert.
Quelques mots sur les recettes du succès. C'est surtout relatif aux missions de maintenance Hubble. Tout effectué, les 5, avec un succès total, des objectifs bien définis, des priorités claires, un travail en équipe, une discipline opérationnelle très stricte, toujours travailler avec des checklists, des procédures qui sont développées pendant l'entraînement. Beaucoup s'entraîner pour faire face à des problèmes parce qu'on sait qu'on en aura. Donc on prévoit l'imprévu, on documente tout ça dans les procédures. S'entraîner, encore s'entraîner. Il vaut bien mieux être surentraîné que sous-entraîné. On était généralement surentraîné pour chaque mission. Nouveau développement, j'arrive bientôt au bout. Une chose qui est intéressante, c'est que depuis une décennie ou un peu plus d'une décennie, il y a la montée des compagnies privées dans le spatial. Vous avez ici, par exemple, la capsule Dragon, qui était amenée en orbite par des moyens entièrement privés, c'est SpaceX. La fusée est une fusée privée, développée par des moyens privés, et la capsule était développée par des moyens privés. Et on utilise ce moyen pour réapprovisionner la Station spatiale internationale en équipement. Et dans quelques années, il y aura moyen d'emmener des astronautes et des cosmonautes dans la station par des moyens purement privés au niveau des États-Unis. Des visées vers Mars pour la NASA, beaucoup de prises de vue de Mars par des sondes en orbite autour de la planète rouge, des robots à la surface dans le dernier Curiosity, qui est sur la surface de Mars depuis l'été 2012 déjà. Il y a le développement de la capsule Orion, dont le premier vol test aura lieu aujourd'hui aux États-Unis, le Kennedy Space Center. Vous avez ici la partie qui est développée par les États-Unis avec le module de service qui est développé par l'ESA. Il s'agit de l'engin spatial qui permettra l'exploration, retour à la Lune, peut-être visite d'astéroïdes et voyage vers Mars. D'ici quelques années, pour les vols tests, peut-être 1 ou 2 décennies pour les vols habités vers Mars. Développement aux États-Unis de SLS, Space Launch System, une fusée de grande dimension du type Saturn V, c'est-à-dire typiquement de l'ordre de 100 à 120 tonnes en orbite terrestre basse. Et puis l'homme sur Mars, encore une fois, c'est un objectif déclaré de la NASA avec certainement contribution d'autres pays à partir de 2030, des vols habités vers Mars. Entre-temps, il y a des compagnies privées qui ont également des visées vers Mars, par exemple Inspiration Mars. C'est une société privée qui a pour objectif un vol de 501 jours, départ de la Terre pour 2 personnes, passage au plus près de Mars, flyby de Mars, et ensuite retour, mais sans se poser sur la planète Mars. Le départ devrait être en 2018. Je doute qu'il y arrive, parce qu'il reste seulement 4 ans. Mais vous avez ici la possibilité d'utilisation d'une fusée de SpaceX pour faire ce Inspiration Mars, ce voyage vers Mars sans se poser sur la planète rouge. En plus, il y a Mars One, c'est aussi un projet privé qui est partiellement d'origine aux Pays-Bas et aux États-Unis. Colonisation privée de la planète Mars dès 2024 sans retour. Si vous êtes volontaire, vous pouvez vous inscrire, bien qu'ils ont déjà trouvé plusieurs volontaires. Enfin, il y a 200 000 personnes qui sont inscrites. Ils vont sélectionner quelques-uns seulement pour ce voyage qui pourrait avoir lieu, mais encore une fois, c'est assez hypothétique. Et ça, c'est par des moyens purement privés. La NASA n'est pas impliquée dans ce programme. Attention, l'espace n'est plus très propre. Il n'est pas aussi plein de débris qu'on le voit dans le film Gravity, beaucoup moins que ce qu'on voit ici, mais c'est pour illustrer le fait qu'il y a beaucoup de débris dans l'espace. Et il y a un développement en Suisse, à l'École politique fédérale de Lausanne, pour le lancement par des moyens helvétiques aussi, avec une société qui s'appelle Swiss Space System S3, le premier étage étant un Airbus, déployer un petit satellite qui ira rechercher un des 2 satellites suisses, qui est un Swiss Cube, un petit cube de 10 cm sur 10 sur 10 et qui pèse moins d'1 kg, pour démontrer des technologies nécessaires pour enlever des débris dans l'espace, avec un système de préhension qui va capturer le débris et ensuite il y aura une désorbitation contrôlée de l'ensemble pour prouver qu'on arrive à enlever des débris dans l'espace. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'enlever tous les débris, les quelques 15 000 débris dans l'espace sur orbite terrestre basse par ce moyen-là, mais c'est démontrer des technologies aux environs de 2018. Voilà, l'avant-dernière image. Il faut toujours se rappeler ceci, prendre soin de la planète Terre et de ses occupants reste une priorité essentielle pour nous. Et il y a beaucoup de moyens spatiaux qui nous aident à accomplir cette tâche. Je vous remercie pour votre attention. Bon, on a pris un peu de retard, c'était un peu plus long que ce que j'avais prévu. On a un peu de temps pour des questions quand même. Voilà. L'idée, c'était d'arrêter à la demi, mais on peut peut-être dépasser de quelques minutes.
Eh bien, écoutez, merci pour votre présentation. Donc, on va prendre des questions. Est-ce qu'il y en a déjà ? Monsieur Nicolier, vous avez montré ces magnifiques images d'aurore, mais ça veut dire que vous êtes irradié par le vent solaire. Quelles sont les précautions que vous pouvez prendre dans l'espace pour, disons, ne pas... Disons, tant qu'on est sur orbite terrestre basse, typiquement 3 à 600 km d'altitude, pour la station spatiale c'est 400, la navette c'était en 300 et 600, 600 c'était pour les missions Hubble seulement, le niveau de radiation n'est pas extrêmement élevé. Typiquement, les astronautes passent 6 mois dans la station spatiale, il est évident qu'il y a un enregistrement continu des radiations qu'ils reçoivent. Mais c'est largement en dessous de ce qui est tolérable. Je ne connais pas les chiffres exacts, disons, mais on a une valeur d'irradiation qui est tout à fait supportable, à tel point qu'un astronaute peut effectuer même 2 missions de 6 mois dans la station spatiale sans avoir une augmentation substantielle de la probabilité d'avoir un cancer, par exemple, à la suite de l'irradiation. Ce qui était intéressant, c'était qu'à 600 km à l'altitude de Hubble, quand on passait dans l'anomalie sud-atlantique, on avait beaucoup de flashs dans les yeux qui témoignaient de la pénétration du globe oculaire par des particules cosmiques de haute énergie. À 600 km, on a vraiment une différence assez importante par rapport à l'altitude de la station, parce qu'on passe dans la partie basse des ceintures de Van Allen, et les radiations étaient passablement plus importantes, mais l'émission était courte, alors ça allait encore. Merci beaucoup. Vous avez évoqué ce qui vous a fait rêver comme enfant. Qu'est-ce qui fait rêver les jeunes aujourd'hui? Parce que quand on voit Rosetta, c'est tellement abstrait, c'est tellement incompréhensible pour un petit esprit. Je pense que ce n'est pas tellement abstrait, en fait. Si on voit les images de ce noyau de comète qui ont été pris de relativement près, on voit ces 2 renflements. C'est un peu comme un os, en fait, cette comète. Puis on voit la petite vallée entre les deux, des cailloux qui sont posés sur cette vallée. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que je pourrais me promener là, évidemment avec une gravité extraordinairement faible, mais on peut faire le lien avec ce qu'on vit sur Terre. C'est pas abstrait, c'est même relativement concret, je dirais. Quand on voit des objets extrêmement éloignés qui sont montrés par Hubble, des galaxies à quelques milliards d'années de lumière, là, on a moins l'impression qu'on pourrait y aller, disons. Mais les objets dans le système solaire, que ce soit des vues de Mars, on voit ces vues avec ces anciens lits de rivières asséchés, les vues obtenues par Huygens, de la surface de Huygens, de la surface de Titan. Quand Huygens s'est posé, on voit ces cailloux. Moi, ça me donne toujours l'impression que je voudrais aller me promener là. Donc, c'est pas tellement abstrait, c'est du concret. Tout ce qu'on voit dans le système solaire, c'est des endroits où, personnellement, j'ai envie d'aller visiter. Et je pense que ça inspire beaucoup. Les images de ce noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko prises par Rosetta et par Philae m'ont énormément inspiré. Je suis loin d'être le seul. L'espace inspire de façon générale. Et je pense que ces moyens que nous avons maintenant de visiter le système solaire avec des engins robotiques ou bien des sondes interplanétaires qui nous révèlent des magnifiques images des satellites de Saturne par Cassini, par exemple, c'est du réel, c'est du concret. Ça, bon, c'est à quelques distances. Saturne est à 1 heure de lumière, donc c'est relativement loin. Mais je crois que plus on explore le système solaire, plus on va voir des endroits où on a envie d'aller. C'est du concret. Merci pour cette magnifique présentation. J'ai une question qui est peut-être un petit peu naïve, mais vous parlez beaucoup de la vue depuis l'espace, etc. Mais quand est-ce que vous pouvez vraiment en profiter, en fait? J'imagine que vous êtes hors de la navette, mais à l'intérieur, j'imagine que est-ce que vous avez un système de caméra, ou comment est-ce que vous pouvez profiter de cette vue magnifique? Attendez, je n'ai pas bien compris. Vous avez beaucoup parlé de la vue que vous aviez depuis l'espace, donc ces magnifiques images, etc. Mais quand est-ce que vous, en tant qu'astronaute, vous pouvez vraiment en profiter? Parce que quand vous êtes dans la navette, j'imagine que vous n'avez pas de vue. Enfin, je ne me rends pas très bien compte. Vous n'avez pas de hublot. Est-ce qu'il y a un système de caméra qui vous permet de voir la vue, ou bien c'est seulement quand vous êtes en extérieur? Disons, la vie dans la navette, c'est une vie qui est relativement normale. La seule différence majeure, c'est l'absence de pesanteur. Mais on vit dans un environnement qui est à 1 atmosphère. On a exactement la même atmosphère qu'au niveau de la mer. On a des activités qui sont assez programmées. Tous les vols navettes étaient des vols qui étaient extrêmement pleins d'activités. Disons, par définition, la navette va quelque part, puis elle revient. Puis entre-temps, pendant quelques jours, on a un plan d'activité extrêmement dense. Il n'y a pas beaucoup de temps de repos, mais c'est une vie
Encore une fois, la différence majeure par rapport à la vie sur Terre, c'est l'absence de pesanteur, le fait qu'il n'y a pas de haut, pas de bas. On peut mettre les pieds au plafond, on a l'impression que le plafond est devenu le plancher. Mais on s'accoutume à ça, puis on a un certain bonheur à vivre dans cet environnement. Mais ce que je voulais dire plus, c'est est-ce que vous avez des hublots pour voir le paysage? C'est plus ça que je voulais dire en fait. Comment est-ce que vous avez accès à ce paysage autour de vous quand vous êtes à l'intérieur de la navette? Vous n'avez pas de fenêtre, vous n'avez pas de hublot, j'imagine? La vue. La vue, oui. Pour disant la vue, on a évidemment les fenêtres qui nous permettent de voir le ciel. Il y a des fenêtres, c'est ça ma question en fait. Il y a des fenêtres. Il y a oui. des fenêtres. Ah, d'accord. Oui, non, en fait, je m'excuse, je n'avais pas compris la question dans ce sens-là. Oui, en fait, on voit par exemple la photo de l'équipage après la fin des travaux de réparation de Hubble. On voit à travers les fenêtres Hubble lui-même qui est dans la soute. Et en fait, on avait à l'arrière du cockpit, on avait 2 très grandes fenêtres carrées d'à peu près 60 cm sur 60, de très très bonne qualité optique. On pouvait prendre des photos détaillées à travers ces fenêtres. Nous, on a des fenêtres. Il est évident que si on était en orbite ou on était à l'apesanteur, en l'absence de fenêtres, ça serait presque intolérable. En fait, le plus intolérable pour moi, c'est presque un cauchemar que j'ai, c'est de s'imaginer qu'on est dans l'espace, à l'intérieur d'une sphère, par exemple, qui n'a aucune aspérité à l'intérieur. Parce que quand vous êtes en état d'apesanteur, il faut toujours pouvoir vous accrocher à quelque part. Si vous arrivez, si j'imagine cet écran, par exemple, j'imagine que je suis en apesanteur, puis j'arrive vers cet écran, je ne peux rien faire, je vais rebondir. Donc, si on était dans une sphère blanche à l'intérieur, sans fenêtre, ce serait insupportable. Après quelques heures, on deviendrait complètement fou, parce qu'on rebondirait sur les parois, on ne pourrait rien voir à l'extérieur, on ne pourrait jamais s'accrocher à quelque part. Mais alors, d'une part, il y a beaucoup d'endroits où on peut s'accrocher, et puis il y a des fenêtres, il y a une surface de fenêtre qui est très généreuse aussi. Merci. Moi, j'avais une petite question, si vous me permettez. J'aurais aimé savoir, aujourd'hui, on n'est plus trop dans l'époque de la guerre froide, et du coup, vous avez parlé du fait que la conquête spatiale participait encore aujourd'hui à la puissance des États, mais l'heure est plus à la coopération. La plupart des missions dont vous avez parlé mettent en commun à la fois la NASA et l'Agence spatiale européenne. Alors ma question, ce serait de savoir quel est vraiment aujourd'hui l'intérêt pour les États, l'intérêt scientifique, je le comprends bien, mais quel est l'intérêt pour les États de participer aujourd'hui ? La concurrence existe encore un peu, c'est évident. Il y a la Chine, par exemple, qui travaille de façon totalement autonome. Pour l'instant, elle ne coopère pas avec d'autres nations. L'Inde est relativement autonome. Elle a commencé à coopérer avec d'autres nations, États-Unis et Europe, dans un programme scientifique d'exploration de la Lune et de Mars. Au début de l'ère spatiale, on avait vraiment la compétition. J'ai parlé de ce climat de guerre froide dans les années 50 et 60 et 70. Mais maintenant, c'est vraiment la coopération qui domine, mais il reste quand même un peu un esprit de compétition, tout spécialement avec la Chine. Mais je pense qu'à la longue, la Chine va coopérer également. Simplement, maintenant, elle passe par les étapes elles-mêmes par lesquelles sont passés les Russes et les Américains il y a pas mal de temps. Mais le jour où les Chinois seront d'accord de coopérer, ils auront des belles cartes sur la table parce qu'ils auront fait tout ça eux-mêmes. Donc, c'est pas du tout inutile de commencer de faire les choses par soi-même et puis de coopérer par la suite. Si on commence tout de suite par la coopération, ben on n'a pas des bonnes cartes sur la table. Voilà la réponse que je donnerais à ça. Mais de façon générale, il y a beaucoup plus de coopération maintenant qu'il y en avait dans le passé. Et puis c'est une bonne chose, mais la compétition reste encore. J'aurais voulu savoir en quoi cette vision de la Terre dans l'espace a pu modifier vos convictions philosophiques ou spirituelles, ou pas. Pas véritablement. Pour moi, c'est un formidable enrichissement, c'est clair. Voir une chose pareille, c'est un enrichissement personnel extraordinaire. Et puis, finalement, voir une pareille beauté qui était inimaginable, qui faisait presque pleurer, je dirais. C'est quelque chose qu'on peut considérer que ça nous rapproche du divin dans une certaine mesure. Mais au-delà de cela, non. Moi, j'avais certaines convictions qui sont restées les mêmes. Mais j'ai été formidablement enrichi par ces voyages dans l'espace. Bonsoir Claude, merci pour cette très belle présentation. Merci. Simplement, est-ce que vous pouvez développer sur justement le tourisme spatial qui permettra peut-être de prolonger votre amour de l'aviation et de joindre avec l'espace qui pour l'instant était inaccessible au plus grand nombre? Je sais que S3 a aussi un projet de vol touristique. Est-ce que ça semble être l'avenir ou qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, disons, je pense que ma position sur les vols de touristes dans l'espace, c'est que c'est un environnement qui est tellement magique qu'il n'y a pas de raison de laisser cette possibilité de vivre une aventure aussi extraordinaire pour les astronautes professionnels seulement. Il faut partager ça avec ceux qui ne sont pas des astronautes professionnels. Donc je suis tout à fait pour l'idée d'inviter des non-astronautes à partager cette formidable expérience. Maintenant, évidemment, c'est pas facile. Ça se fait par des moyens privés, parce que par définition, ça ne peut pas être fait par des moyens institutionnels comme la NASA. La NASA, tout spécialement, a une division claire entre le programme institutionnel et les programmes privés. Les Russes ont peut-être une moins grande clarté dans ce sens-là. Ils ont pris avec le Soyouz vers la Station spatiale internationale des touristes payants. La NASA n'est pas tellement dans ses vues. Mais je pense que le tourisme spatial, ça a commencé, ça va continuer. Il y a eu pas mal de revers ces derniers temps, surtout l'accident de Spaceship Two de Virgin Galactic, mais ça va continuer, il n'y a aucun doute. Et je pense que c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est un monde extraordinaire. C'est d'une beauté inimaginable. Et il n'y a aucune raison que seuls les astronautes professionnels puissent en bénéficier. Merci beaucoup pour votre présentation et pour les détails et avoir partagé votre expérience personnelle avec nous. On va maintenant clôturer la conférence. Il fallait nous faire rêver un peu d'espace. Vous nous y avez un peu emmené avec vous ce soir, donc merci énormément. Voilà.